Amis chercheurs de vérité, bonsoir. Bon, j'ai attendu, euh, j'ai attendu le discours de Donald Trump avant de faire cette vidéo. Euh, pour commencer, comme c'était prévisible, Donald Trump nous a dit qu'il n'y avait aucun mort de soldats américains ni irakiens d'ailleurs, après les frappes euh, de l'Iran. Pourquoi c'est extrêmement important? Parce que Donald Trump avait dit s'il y a le moindre mort de soldats américains, euh, eh bien, il répondrait de manière extrêmement brutale. C'était pour ça que cette information était extrêmement importante et nous étions très attentifs à ce qu'il a pu dire. Alors, je vais revenir dans un premier temps sur le discours de Trump. Et ça va me permettre d'embrayer sur le fond du sujet. Euh, En réalité, il y a d'abord le visuel. Nous avons vu euh, tous les puissants du régime américain. C'était vraiment très solennel. Et donc, ça avait pour objectif de montrer que euh, l'élite américaine est unie. D'accord. Et donc, dans ce, dans ce visuel, on voyait qu'il voulait euh, incarner une unité. Ok, voilà. Et ensuite, euh, je savais que l'essentiel des mots qu'allait dire, en tout cas l'essentiel du message qu'allait dire Donald Trump, allait se situer dans dans sa première phrase. Et curieusement ou non, écoutez bien, chers amis, écoutez bien ce que je vais vous dire, et vous allez comprendre progressivement. La première phrase qu'a dit Donald Trump, c'est l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. C'est presque hors sujet. Pourquoi est-ce que Donald Trump commence son discours par l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire? Il dit ça parce qu'il s'adresse à ses alliés et que les vrais enjeux de ce qui se passe actuellement, au Moyen-Orient, se situent dans cette phrase, se trouvent dans cette première phrase du début du discours de Donald Trump qui a dit, je le répète, l'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire. Ensuite, il dit qu'il n'y a pas eu de mort du côté américain. Alors que l'Iran, en tout cas une partie de l'élite iranienne, nous explique que ces frappes iraniennes a causé la mort de 80 soldats américains, 80 morts. Donc, soit l'un ou l'autre camp ment, ok, soit les deux mentent. Alors, en réalité, mettez-vous à la place de Donald Trump. Comme je vous l'ai dit, pour comprendre les propos de ces personnes et comprendre les événements, il faut se baser sur des faits. Et peut-être on n'en a pas conscience, nous, ici, mais Donald Trump est déjà en campagne présidentielle. Alors, je vous demande, est-ce que, politiquement, Donald Trump avait intérêt, devant le monde entier, puisque j'ai dit ce discours-là était son discours le plus important de tout le mandat de Donald Trump. Est-ce qu'il avait pour
intérêt à dire la décision qu'il avait prise, en tout cas c'est ce qu'il dit, de tuer Qassem Soleimani a causé la mort de 80 soldats américains. Est-ce que vous pensez qu'il a l'ombre d'une chance d'être réélu à quelques mois des élections américaines si il déclare ça? Les démocrates, une partie des républicains, le peuple américain lui serait tombé dessus en lui expliquant que sa politique est folle et qu'elle mène à la mort de militaires américains. Donc, il est clair que jamais de la vie Donald Trump aurait dit « Ma décision a causé la mort de 80 soldats américains ». Alors, il faut juste préciser que l'ayatollah a dit qu'une gifle, cette attaque, est une gifle à la face de l'Amérique. Voilà. Donc, ça, c'est le discours de Donald Trump. Après, on parle de sanctions, de blabla. Après, c'est du grand guignol. Je pars du principe que les États-Unis est l'empire du mensonge. Ce sont les numéros 1 dans le mensonge et dans la manipulation. Ils sont sans égal. C'est très important de le comprendre. Alors, chers amis, j'ai attendu ce discours pour vous parler de cette nuit du 8 au 9 janvier 2020. Le monde a été attiré par cet événement des bombardements. Soyez très attentifs, vous qui êtes en direct. Le monde a été très attentif à ces bombardements. Et si ces bombardements n'étaient pas une stratégie pour, effectivement, et là aussi je me base sur des faits et pas sur une spéculation, n'étaient pas faits pour détourner l'attention, parce que cette nuit de 8 au 9 a été extrêmement troublante. Et puis, aujourd'hui aussi, je vous explique. Entre le 8 et le 9, il s'est passé des choses incroyables. Il y a eu, donc vous le savez, ce bombardement iranien, qui selon certains vont nous expliquer que c'était prévu, qu'ils se sont accordés, blablabla. Bon, je les laisse croire ce qu'ils veulent. Il y a eu un crash extrêmement curieux d'un avion de ligne ukrainien qui, au départ de l'Iran, donc il a décollé, puis s'est crashé. Deux faits, encore une fois sur des faits. Les autorités iraniennes ont dit « Nous ne fournirons pas la boîte noire ». Vous savez, la boîte noire, ça sert à analyser les informations pour savoir ce qui s'est réellement passé. Tout est enregistré à l'intérieur de l'avion. Donc, l'Iran ne fournira pas la boîte noire. Et puis, tous les avions qui passaient par ce chemin par le même trajet, quoi, ont été tous détournés. J'allais dire que c'est très curieux de savoir qu'en même temps qu'on nous dit que c'est un accident, on fait détourner tous les autres avions qui devaient passer par le même trajet. Alors, quelle est la nature de ce crash? Je pense que ce n'est pas un accident. Mais qui est derrière? Est-ce que, à la réponse d'un mort, d'un dignitaire, d'un allié de la Russie, il n'y a pas eu dans cet avion la mort d'un allié stratégique de l'Ukraine? L'Ukraine pro-américain. C'est une situation quasi similaire. Alors, certes, il y a des personnalités connues comme Qassem Soleimani, d'accord, mais il y a aussi des personnes très peu connues du grand public, issues des services secrets ou de l'armée ou de la diplomatie, que nous ne connaissons pas, mais que eux, l'élite, connaissent. Est-ce qu'il n'y aurait pas, dans cet avion, un dignitaire ukrainien qui serait similaire dans l'influence
des enjeux stratégiques dans la région d'Ukraine qui seraient similaires aux enjeux stratégiques dans la région du Moyen-Orient en Irak. Est-ce que la réponse ne se situerait pas là? Est-ce que l'attaque ne se situerait pas là? Je vous pose la question. Même si, effectivement, là, je pose des questions, je ne m'appuie que sur des faits, que sur un fait, le crash d'un avion ukrainien. Les autorités, en tout cas, je sais que un technicien de la compagnie aérienne a dit que le vol venait de faire son contrôle technique il y a 2 jours. Donc l'avion n'avait rien. Là aussi, c'est un fait. Et un autre fait extrêmement troublant. Il y a eu 2 tremblements de terre près d'une centrale nucléaire iranienne. Peut-être, attention, je m'avance peut-être, est-ce qu'à l'attaque de l'Iran, les États-Unis n'auraient pas utilisé, et là aussi c'est un fait, ça existe, vous le savez qu'il existe des armes qui provoquent des tremblements de terre ciblés à des endroits précis, même si on sait que l'Iran est une terre où il y a des tremblements de terre, mais là, précisément, proche d'une centrale nucléaire. Ça fait écho à ce que je vous ai dit. La première phrase de Donald Trump a été « L'Iran ne se dotera pas de l'arme nucléaire ». Est-ce que vous commencez à comprendre ma démonstration? Alors, il y a ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais en se basant sur ces faits-là, on pourrait se dire que effectivement, vous savez, nous sommes dans un jeu, dans une partie de poker. Il y a les discours que l'on affiche au peuple, et il y a les faits réels, les services secrets, les affaires secrètes, ce qui est avouable au public, ce qui n'est pas avouable au public. Vous comprenez? Dans cet avion ukrainien, quelle est la raison? On imagine, allez, on va imaginer que c'est... attention, là, effectivement, je spécule, ok? On va imaginer que, parce que je n'ai aucun fait pour étayer ce propos. Mais là effectivement, c'est de la spéculation, mais c'est pour comment peut-être un peu plus approfondir ma démonstration. Si jamais, à l'origine de ce crash d'avion ukrainien, il y avait la main des services secrets russes, on imagine. C'est exactement, et que dans cet avion, il y ait un dignitaire des services secrets ukrainiens qui aurait le même aura international, mais peut-être moins connu, ou pas connu du tout. Donc un dignitaire ukrainien à l'intérieur de cet avion qui serait mort dans ce crash, qui aurait été provoqué par les services secrets russes pour faire une réponse à l'attaque américaine. Là, je n'ai aucun fait c'est juste une hypothèse. Mais effectivement, voilà les 2 faits. On s'est concentré sur le bombardement, mais je trouve que ces 2 faits sont extrêmement troublants et nous obligent à réfléchir et à être très prudents. Là, je vois que certains vont foncer tête baissée, les pro-Trump, les complotistes des pro-Trump vont foncer tête baissée pour nous expliquer que c'est la preuve que Trump agit de manière à ce que il contrecarre, enfin, je sais pas si on dit ça, mais en fait, qu'il n'est pas à la botte, à la solde de l'élite dans l'ombre. C'est ce qu'ils vont dire. Mais en fait, c'est une vision binaire. C'est comme quand j'entends, ouais, le média dit une chose. Eh bien, la vérité, c'est l'inverse. Ce n'est pas aussi simple, c'est pas aussi binaire, en fait. Autre chose, effectivement, là où je suis d'accord avec les pro-Trump de la complosphère, effectivement, Trump ne veut pas la guerre. En tout cas, il ne la voulait pas quand il s'est présenté aux élections présidentielles américaines. Poutine ne veut pas une guerre directe contre les États-Unis.
ni les États-Unis, ni le chef d'état-major euh, de l'armée américaine ou de l'armée russe ne désirent une confrontation directe et apocalyptique. C'est un fait. Mais nous sommes dans un monde extrêmement complexe. Nous ne sommes pas à l'époque des tsars et des rois. Les gens qui sont au pouvoir, même si à l'époque des tsars et des rois ça existait aussi, sont entourés de lobbies et d'élites. Ils sont entourés d'hommes très puissants, voire plus puissants que les présidents eux-mêmes. Et ce sont ces gens-là qui font la pluie et le beau temps dans la politique de leurs pays respectifs. Et même si Poutine et Trump ne désirent pas cette guerre, l'élite dans l'ombre, qui sont placés derrière Vladimir Poutine et qui sont placés derrière Donald Trump, ce sont des gens issus d'un même ADN. L'élite qui est derrière Vladimir Poutine, une partie de l'élite qui est derrière Vladimir Poutine et une partie de l'élite qui est derrière, c'est vraiment le très très haut de la pyramide. Ce sont des gens qui ont le même projet. C'est l'avènement de ce gouvernement mondial. Simplement, le seul antagonisme qui existait entre eux, c'était pour savoir si, pour l'avènement de ce nouvel ordre mondial, de ce gouvernement mondial, cette dictature mondiale, et l'arrivée de ce Messie, de l'antéchrist pour nous, est-ce qu'il fallait passer par un monde unipolaire, ultra dominé par les États-Unis, ou par un monde multipolaire, dominé par la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, un petit peu l'Europe, etc. Et donc c'était une bataille qui s'est jouée dans les 2 premières décennies du XXIe siècle. Et je l'ai dit, la mort de Qassem Soleimani, pour moi, est l'avènement et l'aboutissement de ce monde multipolaire qui a été adopté, il me semble, par les 2 élites derrière les 2 hommes les plus puissants du monde. En tout cas, qui représentent les 2 puissances militaires les plus importantes du monde. Et cette élite qui est dans l'ombre ont à peu près le même statut, la même influence dans leur pays que l'ayatollah. Ils ne sont pas élus, simplement on ne les voit pas, l'ayatollah en Iran. Ils ne sont pas élus, ont une influence, j'allais dire irrationnelle, presque spirituelle, et ils sont là, peu importe les présidents. Aux États-Unis, que ce soit Obama, Bush ou maintenant Trump, ils étaient derrière. Et donc je pense, chers amis, qu'il faut éviter d'avoir une vision binaire. C'est simplement que les événements sont extrêmement compliqués à comprendre dans la mesure où nous assistons à un nouveau chapitre de ce monde, à savoir le monde multipolaire. Et donc, effectivement, on peut s'accorder sur une chose. L'Iran a été, avant que Trump ne soit élu, a collaboré, en tout cas a trouvé son intérêt dans la politique américaine lorsqu'ils ont zigouillé Saddam Hussein. Même si Saddam Hussein a été extrêmement dur avec la communauté chiite, Saddam Hussein a accepté de collaborer avec, comme certains disent, le grand Satan. Et donc c'est pour ça qu'il en a payé de sa vie, un peu comme d'une autre manière, mais un peu comme j'ai oublié son nom, Kadhafi, un peu comme Hugo Chavez, voilà, ils sont tous morts. Donc vous comprenez, donc ça c'était un autre chapitre, hein, c'était une autre époque. Donc vous voyez bien qu'on est passé à autre chose. Et donc ce monde multipolaire est effectif. Et donc cette élite dans l'ombre qui est derrière Vladimir Poutine et qui est derrière Donald Trump, leur stratégie, c'est la confusion. Leur stratégie, c'est la confusion. Moi, ma position est la suivante. Nous ne pouvons comprendre les événements uniquement lorsqu'ils se succèdent. On ne peut pas prendre un événement isolé et en tirer des conclusions hâtives. Et la stratégie de la confusion nous oblige
à de la prudence dans nos conclusions et d'éviter de dire que Donald Trump se soulève contre l'élite américaine. Pas du tout. Il subit l'élite américaine. Et je le répète ici, cette élite dans l'ombre, qui est la même, qui est derrière Vladimir Poutine. Si elle voulait sauter Donald Trump, en 24 heures c'est fait. Arrêtez de croire que Donald Trump est plus fort que les autres présidents. Ils ont tous cédé quand ils sont arrivés au bureau ovale, et Donald Trump a cédé, lui aussi. Simplement, c'est en réalité un changement de politique de l'élite dans l'ombre américaine qui a décidé, peut-être, c'est une supposition là aussi, d'accepter ce nouveau monde, parce qu'en réalité, cette stratégie de ces messianistes, c'est l'autodestruction. Et donc, j'aimerais venir ici sur cette prochaine décennie. Je l'ai dit, cette troisième guerre mondiale, dont on a beaucoup parlé dernièrement, c'est un processus d'autodestruction. Elle n'a pas pour objectif, comme la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, de bâtir quelque chose. Elle a pour objectif de détruire ce monde qu'on appellera l'ancien monde. Hein, c'est l'antiquité moderne. C'est un peu un euphémisme, mais bon. Et donc, l'avenir de cette prochaine décennie, je la vois en deux phases. Des situations confuses comme celles qu'on vit actuellement au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, etc., où ce monde multipolaire va se renforcer, et donc, que ce soit par la guerre, par la diplomatie, par des décisions pour le commerce, etc., eh bien, cela va... tous les événements, qu'ils soient confus ou non, qu'ils soient lisibles ou non, qu'ils soient anticipés ou non, rappelez-vous, nous sommes le 9 janvier, tous ces événements, lorsqu'on laissera du temps, on comprendra que ces événements ont encouragé ce monde multipolaire, ce monde orwellien qui fait que les puissants se partagent ce monde et qu'en réalité, tous ces puissants ont les mêmes objectifs, l'avènement d'une dictature parfaite avec un gouvernement mondial. Et donc, c'est la phase 1. Cette phase 1 peut être relativement rapide ou lente, mais tant que nous n'aurons pas un monde tout à fait équilibré, nous aurons des événements aussi flous que ceux-là. Et ce n'est pas 8 ans ou 4 ou 8 ans de Donald Trump qui va changer les choses. La puissance américaine, l'organisation américaine est beaucoup trop subtile, puissante et organisée pour ne dépendre que d'une seule personne qui, je vous le dis, plus j'avance dans le temps et plus je pense que Donald Trump était désiré par cette élite. Avant, je pensais vraiment le contraire, hein, vraiment. Et donc, ça, c'est la phase 1. Et la phase 2, chers amis, une fois qu'il y a l'équilibre des forces, peut-être que ce sera d'ici 10 ans, 15 ans, on ne fera plus d'hashtag Troisième Guerre mondiale. Une fois qu'il y aura l'équilibre des forces et que nous vivrons dans un monde extrêmement confus où nous aurons subi une crise économique majeure, voire des crises sanitaires mondiales, on ne sait pas. Bref, avec des populations qui ont tenté de se soulever, qui sont fatiguées, eh bien, une fois que le steak sera cuit à point, eh bien, par la tignasse de leurs cheveux, on précipitera ces deux blocs à s'affronter directement, mais dans un monde qui n'aura strictement rien à voir avec celui qu'on a pu connaître les 2 premières décennies, ou alors au XXe siècle et puis le début du XXIe siècle. On commence à rentrer dans ce monde, ce qui fait que on commence à en voir les signes de ce qu'on a connu actuellement. Voilà, chers amis. Donc, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et il faut éviter les visions binaires ou les spéculations. Pas trop en faire. On peut faire des hypothèses et préciser que c'est des hypothèses. Et puis ne pas être trop sûr de soi dans un monde aussi confus. Effectivement, cet événement m'a fait comprendre une chose, chers amis, ces événements cette semaine. C'est extrêmement compliqué de comprendre les événements. C'est extrêmement compliqué de donner un sens aux événements. C'est extrêmement compliqué de comprendre les intentions des uns et des autres. La seule chose que l'on comprend,
c'est que la stratégie du chaos et de la confusion a toujours été la stratégie de ceux qui désirent ce gouvernement mondial et l'avènement de cette dictature parfaite. Vous comprenez? Ça a toujours été leur stratégie, la confusion. Donc c'est une leçon ces événements. On doit faire très très attention à nos conclusions. Et je parle à tout le monde, à tous ceux qui ont n'importe quelle sensibilité. Donc, pour rappel, nous avons donc dans une situation rocambolesque où en Iran on nous explique qu'il y a 80 morts, aux États-Unis on nous explique qu'il y a 0 mort, d'accord. Donc il faudrait pour les pro-Trump vont foncer tête baissée vers ce discours de Donald Trump. Je rappellerai donc juste que Donald Trump a commencé son discours par dire, avant même de parler du sort des militaires américains sur le sol irakien, a d'abord parlé de l'arme, que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. C'est extrêmement important, c'est un message porté à ses alliés pour expliquer que le travail a été fait. Et donc, ce travail peut être compris lorsque l'on entend qu'il y a eu 2 tremblements de terre près d'une centrale nucléaire iranienne, #ARP. Ok, je suis persuadé, enfin ça c'est ma conviction, mais j'en fais pas une vérité inéluctable. Mais il est fort à parier qu'il y a des armes de nouvelle génération qui sont utilisées pour causer des tremblements de terre, peut-être un message porté à l'Iran, voire même on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et puis il y a ce crash de l'avion ukrainien qui pourrait être une réponse russe à l'Amérique. Je ne vais pas faire ici le discours comme j'ai dit, c'est un jeu de poker. Eh bien, c'est très compliqué. Les rapports entre les États-Unis et la Russie sont très subtils, très compliqués. C'est une collaboration et en même temps une concurrence relative. Et je rappellerai juste le principe des élites dans l'ombre qui, eux, travaillent pour le même projet, des 2 côtés. Ce qui explique qu'il y a parfois des collaborations et parfois des conflits désirés par ces mêmes élites dans l'ombre. Voilà, chers amis, ce que je pouvais dire sur cette situation. Ne vous fiez pas aux mots, il y a du sens à donner derrière les mots. Et pour donner du sens aux mots, il faut s'appuyer sur les événements avérés. Je vous remercie et je vous dis à plus tard.